général de M. Edouard Balladur, Premier ministre à l'Assemblée nationale, le 8 avril 1993. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les Français l'ont décidé. Voici que commence une nouvelle période de notre histoire. Inutile de rappeler les événements de ces dernières années. C'est justement parce qu'ils avaient présent à l'esprit que les Français ont voulu changer de cap. Vous voilà donc, Mesdames et Messieurs, j'investis d'une très large confiance et d'un très large soutien populaire. Vous voilà en mesure de donner en étroite association avec le gouvernement un élan nouveau à notre nation, d'apporter à notre société les réformes qui lui assureront à la fois le progrès, l'équilibre et la justice. Telle est la mission qui nous est impartie, orienter la France vers le renouveau. Ce n'est pas tout, et notre conception de la République nous impose des devoirs, celui de pratiquer la tolérance et le respect d'autrui, celui de rester ouvert aux autres, attentif aux propositions, d'où qu'elles viennent, celui en somme de rassembler tous les Français. Renouveau, tolérance, rassemblement, tels sont les principes de l'action du gouvernement. Votre force et votre unité, vous les avez déjà marquées en élisant le président de l'Assemblée nationale. C'est avec une très grande joie que je salue au nom du gouvernement l'élection de M. Philippe Séguin, dont je connais depuis longtemps les grandes qualités intellectuelles et morales et pour lesquelles j'éprouve estime et amitié. Le gouvernement est placé face à une situation difficile. Ce n'est pas une raison pour se résigner, mais au contraire pour agir au plus vite et davantage. L'imagination, la volonté, la cohésion sont indispensables au redressement du pays. Ce redressement est urgent. Il ne peut attendre comme ne peuvent plus attendre les Français, là de plus en plus nombreux, à être frappés par le chômage et à avoir le sentiment que leur sécurité n'est plus suffisamment assurée. Notre nation s'interroge sur elle-même. Les Français sont inquiets. C'est au pays tout entier qu'il faut donner des raisons d'espérer. C'est pour l'ensemble des Français que nous entendons gouverner et assumer notre responsabilité. Pour cette raison, j'ai voulu constituer un gouvernement équilibré, un gouvernement restreint, un gouvernement rassemblé autour d'une même et unique volonté, celle de refaire notre pays comme cela fut le cas jadis, un exemple. La France fut à plusieurs reprises dans son histoire un exemple pour le monde, au temps de la chrétienté du médiéval, puis au temps de la monarchie administrative, puis lors de la Révolution, quand la première, elle crée une société de liberté et fonda la République sur des principes toujours vivants. Plus près de nous, au XXe siècle, elle a inventé un modèle de protection sociale et de justice, tout en devenant une nation forte, ambitieuse et prestigieuse, grâce au général de Gaulle, dont aujourd'hui tous les Français se reconnaissent les disciples. En ce monde où tout change, alors que notre situation intérieure est elle-même incertaine, à notre tour aujourd'hui de faire à nouveau la France un exemple. Il faudra de nombreuses années. Nous entendons commencer sans tarder, d'autres ensuite prendront le relais. Nous savons tous, la France doit s'adapter à un monde nouveau, moins figé, plus libre pour chaque nation, mais aussi plus instable et donc plus dangereux. En quelques années, nous avons vécu la fin d'un certain ordre mondial, l'effondrement du socialisme, l'échec du modèle soviétique dont nous ont tous réjouis. Nous y avons vu la victoire de nos idéaux et de la liberté, la promesse d'un avenir meilleur. Pour autant, si l'ancien équilibre malsain sans doute parce que fondé sur la contrainte a été détruit, aucun autre n'a été rétabli aujourd'hui. Les rivalités nationales, les risques de prolifération nucléaire, le crime organisé, les affrontements ethniques gagnent dans le monde. Ces bouleversements ont des conséquences graves sur l'ensemble de la vie internationale. La guerre du Golfe, aujourd'hui, la violence dans l'ancienne Yougoslavie l'ont montré. L'Europe de l'Ouest n'a pas su se mobiliser ni pour contribuer efficacement au développement de l'Europe de l'Est, ni pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du continent. En contrepartie, la puissance américaine, désormais solitaire, conduit parfois notre grand allié de 2 siècles à des attitudes qui nous préoccupent, qu'il s'agisse du dossier agricole ou des négociations commerciales. Une fois résorbées les conséquences des 2 chocs pétroliers, les années 80 ont vu le développement de mécanismes financiers qui perturbent gravement le système monétaire international et les perspectives d'une croissance saine et durable. Le déficit budgétaire américain, comme les modalités choisies pour financer la réunification de l'Allemagne, trouble les marchés financiers et pèse lourdement sur les taux d'intérêt. Cette situation internationale est d'autant plus préoccupante que la France ne s'est pas organisée pour affronter ce monde nouveau et mieux y assurer sa position.
Notre appareil militaire, sollicité par des missions multiples, a du mal à répondre à tout ce que l'on attend de lui. Il faut déterminer comment doit évoluer notre politique de défense, dans quelle réflexion politique de défense, dans quelle réflexion politique et stratégique elle doit s'inscrire, quelle consistance précise il faut donner au concept d'Union européenne sur le plan militaire. Enfin, qui ne sait que l'équilibre et la solidité des pays africains en voie de développement avec lesquels la France entretient une relation de coopération privilégiée sont menacés. Sur le plan intérieur, la France doit faire face à une situation économique et sociale plus grave qu'aucune de celles qu'elle a connues depuis une quarantaine d'années. Lorsqu'elle a eu surmonté les conséquences de la guerre, c'est toute notre société qui s'interroge ou trop souvent doute. L'aggravation de l'insécurité comme celle du chômage jette le trouble dans l'esprit des Français et l'impuissance des gouvernements précédents pour limiter l'une et l'autre a accru leur inquiétude. La crise des banlieues et des villes est sérieuse. Les incertitudes des jeunes face à leur avenir sont profondes. Tout ceci conduit à une crise morale, aux erreurs graves au début des années 80 et dont nous supportons encore les conséquences, erreurs marquées par la volonté d'assurer le progrès social sans chercher à lui donner une base économique réelle. C'est ajouter une autre erreur dans les années 80, 88-90, alors une chance historique de réformer la société française dans une période de croissance a été manquée. En outre, notre pays connaît une crise de l'État. Celui-ci ne joue plus d'une façon satisfaisante son rôle de garant de l'ordre social et de la solidarité. Il a du mal à assumer ses responsabilités régaliennes essentielles dans les domaines de la justice et de la sécurité. Voilà brièvement décrite la situation que le peuple français nous a demandé de redresser. Encore, tout n'est-il pas connu. Pour agir, il nous faut en savoir plus, notamment sur l'ampleur réelle des déficits publics, sur la situation financière exacte des régimes sociaux, sur l'aptitude de notre système d'éducation à donner à notre jeunesse des clés de son avenir, sur les conditions permettant de garantir à notre agriculture sa plus juste place dans notre économie. Aussi ai-je demandé à une commission composée de personnalités indépendantes, à laquelle je souhaite que les deux assemblées veuillent bien prêter leur concours, d'établir un bilan de la situation de notre pays dans tous les domaines de la vie publique. Cette commission sera présidée par M. Jean Reynaud, procureur général près la Cour des comptes. Qu'on ne s'y méprenne pas, il ne s'agit pas, comme d'autres l'ont fait en d'autres temps, de trouver dans ce bilan des arguments de polémique, mais d'asseoir sur ces contestations la nouvelle politique que le pays appelle de ses vœux. Cette nouvelle politique, c'est en pleine crise économique et sociale que nous devrons la mener. Nous le savons, nous l'acceptons, inspirons-nous de la maxime de Marc Aurèle, l'obstacle est matière à action. C'est cela le choix du nouveau gouvernement et son appel à la nouvelle majorité, le choix du courage. C'est parce que la situation est grave que nous avons décidé, malgré les risques que cela peut comporter, d'assumer la charge du pouvoir, mais c'est aussi parce que nous avons la conviction qu'autre chose est possible, qu'une autre politique existe qui redonne aux Français confiance en eux-mêmes et en la France. C'est pour cela que je vous appelle à l'effort et à la cohésion. Comment la France, inquiète, peut-elle devenir une France confiante et rassemblée dans l'effort? Seule une politique de réforme ne lui permettra. Seule cette politique fera à nouveau notre pays un exemple, celui d'une France plus forte et aussi plus juste, une France diverse dans le respect des principes de la décentralisation, mais aussi plus dynamique et plus cohérente. Une France moteur de la construction européenne et aussi déterminée à rester elle-même, d'une France plus solidaire des autres nations du monde. C'est la volonté de créer un nouvel exemple français qui nous permettra de rénover notre société tout entière et qu'il s'agisse de l'enseignement, de la protection sociale, du statut des salariés, du dynamisme des entreprises, de la réaffirmation du rôle de l'État. Ces réformes, il faut les commencer sans tarder. Notre pays, répétons-le, ne peut pas attendre. Nous ne résoudrons pas les problèmes de notre nation sans de profonds changements dans nos structures, dans nos habitudes, dans nos mentalités. Tous nos concitoyens en sont bien conscients et vous qui les représentez, vous le savez, les Français y sont prêts. Une politique de réforme à mener en 2 années, avant une grande échéance nationale, sera d'autant plus difficile à mettre en œuvre, nul ne l'ignore et moins que tout autre, mais il faut amorcer le mouvement dès maintenant, même si 5 années au moins sont nécessaires pour redresser notre pays. Ces 5 années que vous avez devant vous pour vous y consacrer, les mesures que nous proposerons
devront s'inscrire dans une perspective quinquennale qui vous permettra de décider clairement où vous voulez aller et selon quelle étape. Il faut le faire en restant largement ouvert à l'écoute de tous nos concitoyens, quels qu'ils soient, à quelque organisation qu'ils appartiennent, dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. Nul ne peut être assuré de posséder à jamais les meilleures solutions. C'est pourquoi je me propose dans les jours qui viennent d'inviter à me rencontrer toutes les forces politiques ayant dans notre pays une audience incontestable, même quand elles ne sont pas représentées au Parlement. La mise en œuvre d'un ambitieux programme de réforme requiert l'efficacité et la cohésion des pouvoirs publics, efficacité et cohésion qui reposent sur un fonctionnement des institutions scrupuleusement conformes à leur lettre et à leur esprit. C'est dire que l'action du gouvernement, reposant sur votre confiance, doit pouvoir se développer normalement. Le gouvernement, au terme de la Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Et il le fait sous votre contrôle. La période difficile que nous traversons suppose que les efforts de tous soient tendus vers le même but. Nous avons besoin que notre pays vive dans un calme, le travail et les mois qui viennent et que notre efficacité, la vôtre comme la nôtre, soit assurée. Pour ma part, je ne prendrai aucune initiative qui troublerait cette sérénité. La France traverse une crise économique, sociale, morale et nationale qui est grande, nul besoin d'y ajouter une crise politique. Tel est le sens de mes propos et de mes actes depuis 8 jours, mais pour autant j'entends exercer dans leur plénitude les attributions que me confère la Constitution. Il n'est pas dans mes intentions de décrire devant vous dans le détail tous les aspects de cette politique nouvelle fondée sur la réforme et la construction d'un nouvel exemple français, mais d'en dessiner les traits essentiels. L'objectif, s'il est ambitieux, s'énonce clairement: affermir l'État républicain, assainir notre économie pour développer l'emploi, garantir les solidarités essentielles à notre société, mieux assurer la place de la France en Europe et dans le monde. Ces 4 principes guideront notre action. Première orientation, affermir l'État républicain et reconstruire une démocratie équilibrée où les règles de la morale et les principes de tolérance et d'impartialité soient mieux respectés. Trop souvent, les citoyens ont le sentiment que l'État est possédé et non pas servi par ceux qui gouvernent et qui n'est pas au service de tous. En premier lieu, le travail parlementaire doit être facilité et les rapports du Parlement avec le gouvernement améliorés. Le gouvernement, soucieux d'exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles, veillera cependant au respect de l'initiative parlementaire. Il favorisera chaque fois que cela sera possible dans le domaine concerné l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi. Il sera également très attentif aux demandes d'inscription présentées par les présidents de groupes et de commissions. Il conviendra qu'à cette fin, le calendrier des travaux ménage le temps disponible à l'exercice d'un droit que les élus considèrent à juste titre comme fondamental. L'amélioration du fonctionnement de la justice est dans un régime républicain un objectif prioritaire. Pour mieux assurer l'indépendance de la justice, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature vous sera proposée. Sa composition, les règles de son fonctionnement, sa compétence seront modifiées afin de mettre la carrière des magistrats à l'abri des pressions politiques, d'où qu'elles viennent. C'est une tâche urgente. Par ailleurs, il sera demandé au parquet de ne plus appliquer émanant de la chancellerie que des instructions écrites versées au dossier. Il faut dissiper la lourde impression de malaise qui pèse sur notre vie publique. La toute récente réforme de la procédure pénale doit être revue. Si la loi était appliquée dans son intégralité, le fonctionnement de la justice risquerait d'être totalement bloqué. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice proposera une adaptation de ce texte en distinguant les dispositions qui méritent d'être maintenues parce qu'elles correspondent à un progrès de notre droit, de celles qui doivent être modifiées. J'ai confiance dans notre magistrature, dans sa conception du devoir, dans son sens de la responsabilité vis-à-vis de la nation. Je demande à tous les magistrats de se garder de s'immiscer dans les débats politiques et d'assurer en toutes circonstances l'indépendance, la sérénité de la justice, ainsi que le respect des droits de la défense. J'ajoute que leur statut matériel fera l'objet des mesures indispensables afin de leur redonner dans la société la place éminente qui doit être la leur. En troisième lieu, comment ignorer que l'administration française, si longtemps embauchée pour le reste du monde, d'une admiration
légitime en raison de sa qualité et de son impartialité, traverse une crise. Elle est méconnue, critiquée et gravement menacée par la politisation. Une telle situation est contraire à la tradition républicaine. Cette tradition doit être retrouvée. Il y va du respect de l'État et de l'adhésion des citoyens à la démocratie. Dépolitiser les nominations et les avancements doit être une tâche prioritaire afin que l'État soit rendu aux citoyens. Première application de ce principe, les nominations tout extérieures dans les différents corps de l'État seront précédées de la publication des avis motivés des responsables des corps. En second lieu, pour éviter toute polémique et toute interprétation bienveillante ou malveillante, je m'interdirai de procéder dans les 3 mois précédant une échéance nationale, législative ou présidentielle, à toute nomination qui ne serait pas indispensable à l'intérêt du service. L'administration doit agir sous l'autorité du pouvoir politique. C'est la règle républicaine. Elle applique naturellement les décisions du gouvernement sur l'ensemble du territoire, ce qui marque l'unité de la République. Celle-ci n'est pas contradictoire avec le juste épanouissement de chacun dans la métropole qui comprend la Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle doit être en mesure d'assumer ses missions dans la clarté et la transparence. On a trop vu dans un certain nombre d'affaires, celle de la transfusion sanguine a été la plus dramatique. Les interférences et les confusions qui rendaient peu lisible le sens de l'action et délicate la détermination des responsabilités. J'ai demandé aux ministres d'observer des règles très strictes dans la composition de leur cabinet qui devront être réduits au minimum et travailleront ainsi étroitement avec leur administration, ce qui implique que celles-ci accomplissent leur mission avec pour celle-ci l'intérêt général. L'État républicain, c'est aussi une meilleure sécurité pour tous. L'augmentation de la délinquance et de la criminalité est une préoccupation grandissante de nos concitoyens. Il est vrai qu'elle frappe d'abord les plus vulnérables d'entre nous. Je suis déterminé à mettre tout en œuvre avec l'appui de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, pour stopper et inverser cette dégradation douloureuse pour ceux qui sont menacés et qui de surcroît met en cause l'autorité de l'État. Nul n'ignore combien la tâche des forces de l'ordre est difficile. Toutes les dispositions seront prises pour que le travail au service de l'État, de droit, soit facilité dans le respect de nos principes juridiques et des droits légitimes des citoyens. De ce point de vue, j'approuve pleinement Monsieur le ministre d'État qui vient à la suite des tragiques affaires d'appeler les forces de l'ordre à faire preuve de discipline et de maîtrise de soi dans l'exercice de leur mission. Les magistrats, les policiers, gendarmes et fonctionnaires de l'administration publique pénitentiaire exercent leurs tâches dans des conditions difficiles, parfois très difficiles, avec courage et dévouement. Il faut que la nation leur exprime sa reconnaissance. J'ai décidé que les enfants de ceux d'entre eux qui seraient tués dans l'accomplissement de leurs devoirs seraient désormais considérés comme pupilles de la nation. Les mesures législatives nécessaires vous seront proposées sans tarder. Le dispositif juridique dans lequel s'inscrit leur action doit être amélioré pour lui donner une plus grande efficacité. Je pense notamment au contrôle d'identité et à la lutte contre les bandes organisées. Il faudra mieux combattre la petite et moyenne délinquance grâce à une meilleure organisation de notre système judiciaire. Les infractions aujourd'hui non sanctionnées devront être poursuivies. C'est aux juges de proximité que je pense. Une réaffirmation de l'autorité de l'État devra s'étendre aussi aux quartiers sensibles où les lois de la République, comme l'esprit de solidarité, doivent prévaloir. Il faudra enfin intensifier la lutte contre la toxicomanie, péril pour notre jeunesse, facteur de désagrégation sociale et de délinquance. Pour cela, au-delà du renforcement des structures d'accueil qui permettent d'aider les toxicomanes à surmonter leur mal, il conviendra de renforcer l'action menée contre la criminalité organisée. L'État républicain, c'est une nation assurée d'elle-même, de sa cohésion, de son identité, de son avenir. C'est une nation qui sait être accueillante, mais qui entend conserver son identité. C'est dire qu'il faut mener une politique de l'immigration claire, courageuse et en même temps respectueuse des droits de l'homme. Une politique de l'immigration cohérente exige tout d'abord qu'il soit mis fin aux situations irrégulières,
Elle suppose aussi que les décisions d'expulsion et de reconduite à la frontière doivent être exécutées sans faiblesse. Les contrôles aux frontières et sur le territoire national seront renforcés et le travail clandestin vigoureusement réprimé. Mais appliquer la loi ne suffit pas. Il faut la changer quand elle n'est pas adaptée aux besoins. Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France doivent être définies de manière plus stricte. La France est une vieille nation qui entend rester elle-même. Elle doit aussi être respectueuse de ceux qui sont animés du désir sincère d'y séjourner paisiblement et régulièrement dans le respect de nos lois et de nos principes. Ceux qui veulent être français devront en faire expressément le choix. Aussi, le code de la nationalité sera-t-il révisé comme le préconisait la commission présidée par M. Marceau Long en 1987 et dont les propositions ont déjà été adoptées par le Sénat. Enfin, l'État républicain, ce sont des institutions adaptées à notre temps. Celles de la Ve République sont bonnes dans leurs principes et leurs modalités essentielles. Il faut les préserver, cependant certains ajustements sont nécessaires. J'en suis moi-même conscient depuis plusieurs années. Aussi essentielle que soit la préoccupation d'un meilleur équilibre institutionnel, elle ne revêt pas, dans la période que nous vivons, un caractère prioritaire. Il est sans doute trop ambitieux de prétendre modifier notre Constitution sur des dizaines de points. En revanche, il me paraît évident que deux réformes doivent faire l'objet de nos réflexions immédiates. Tout d'abord, la composition et le fonctionnement de la haute cour, et dans un deuxième temps, le statut de la magistrature. Il faudra également s'interroger sur l'élargissement du champ d'application et des modalités du référendum, que pour ma part, j'ai toujours trouvé souhaitable. Deuxième orientation, assainir notre économie au service de l'emploi. Recréer un exemple français de société, cela implique que nous redressions l'économie de notre pays, durement atteinte par la crise et par les mauvais résultats sociaux, financiers et budgétaires de la gestion précédente. Notre volonté est de dégager sans tarder des marges de manœuvre permettant une croissance économique plus forte et donc une amélioration des situations de l'emploi. C'est pour nous une priorité absolue. Il faut impérativement sortir de la stagnation qui s'est installée dans notre économie et qui menace notre avenir. Pour assainir notre économie, la première condition est bien naturellement la solidité et la stabilité de notre monnaie. Je tiens à réaffirmer mon attachement à l'actuelle parité entre le franc et le Deutschmark. C'est le fondement du système monétaire européen, c'est la condition d'une baisse durable des taux d'intérêt déjà amorcés et qui contribuera à redonner dynamisme à l'investissement comme à la consommation. C'est à mes yeux un objectif national. Je compte y parvenir en engageant sans tarder le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires et en premier lieu avec l'Allemagne, car c'est de la solidité du couple franco-allemand que dépend, au-delà de la situation monétaire et de la conjoncture économique, l'avenir de l'Europe. Chacun de nos deux pays doit apporter sa pierre à l'édifice en menant une politique budgétaire, monétaire et fiscale qui évite des divergences dans l'évolution des économies et qui rende naturel, stable et durable les rapports entre les monnaies. Ce retour à la confiance garantie d'une baisse durable des taux d'intérêt suppose que soit clairement affirmée et définie l'autonomie de la Banque de France. Une loi sera déposée dans les prochaines semaines pour mettre en œuvre cette réforme, qui permettra à notre institut d'émission d'entamer avec les autres banques centrales, et notamment la Bundesbank, un dialogue constructif fondé sur la coopération et la prise en compte réciproque des intérêts communs. Les grandes périodes de l'histoire de la France ont toujours été les périodes où sa monnaie était solide. La stabilité du franc, garantie par l'autonomie de l'institut d'émission, est un objectif en soi, un objectif national, rendu d'autant plus nécessaire par le flottement général des monnaies dans le monde. La confiance rétablie dans notre monnaie, le redressement de notre économie nécessite de dégager immédiatement les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures prioritaires. J'ai demandé à M. le ministre du Budget de préparer une loi portant collectif budgétaire, établie sur la base de prévisions sincères
Il devra prendre la mesure du déficit réel du budget de l'État, compte tenu des dépenses engagées et du niveau prévisible des recettes, et devra comporter des économies d'au moins 20 milliards de francs. D'ores et déjà, j'en préviens l'opinion publique, nous serons obligés de demander à tous des sacrifices pour assurer le redressement. Bien entendu, je ferai en sorte que les Français les plus démunis, ceux qui sont déjà dans le besoin, soient épargnés par cet indispensable effort. Je rappelle que des économies ont été demandées sur le train de vie de l'État, et notamment les dépenses des cabinets ministériels, les frais de réception et les frais de déplacement. J'ai décidé une réduction de 30% du nombre d'heures du vol du GLAM. Les fonds spéciaux à la disposition du gouvernement seront diminués de 10%. Les 20 milliards de francs d'économie nous permettront de consacrer des moyens nouveaux à des objectifs prioritaires ou à des secteurs qui souffrent tout particulièrement de la crise. Ils sont au nombre de 3: le logement, le bâtiment et les travaux publics, l'allègement des charges sociales, le soutien des petites et moyennes entreprises. Le nombre de logements construits en 1992 est le plus bas constaté en France depuis 1954. Une telle situation n'est tolérable ni sur le plan économique ni sur le plan social et humain. Il nous faut mettre en œuvre un plan d'urgence afin de permettre un redémarrage rapide du marché immobilier et de la construction.